Il est 18 h si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil 78, l'heure d'une nouvelle édition du journal de la rédaction, le point sur l'information locale en ce 28 janvier 2015. Voici les titres. Les cyclistes qui défendront les couleurs tricolores au championnat du monde de février au Vélodrome national de Montigny-le-Bretonneux sont venus à la rencontre de la presse hier. Sont-ils en mesure de briller et de rapporter quelques médailles? Le gouvernement vient d'annoncer de nouvelles mesures pour réduire le nombre d'accidents sur les routes. Que faut-il en attendre? Invité Pascal Lecourt, membre de l'association Victimes de la route 78 et Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. L'artiste japonais Yukishi Inoue présente plus d'une centaine de ses visages sculptés dans la pierre à la salle d'exposition de Guyancourt. Découverte d'une œuvre qui se veut être un symbole de l'histoire passée et à venir. Ce sera à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, et comme chaque fin de mois, les chiffres du chômage dévoilés au niveau national, la tendance n'est pas bonne. Plus 8000 chômeurs en décembre, une hausse sur 2014 de 189 000 demandeurs d'emploi en Île-de-France. Pôle emploi enregistre également une hausse, plus 0,1% par rapport à novembre et surtout une hausse sur un an de 5,9%. Un total à ce jour de 661 390 personnes à la recherche de travail. Sans surprise, ce sont surtout les inscrits de longue durée qui payent le plus lourd tribut, plus 11,3% en un an sur la région francilienne. À 3 semaines du coup d'envoi des mondiaux de cyclisme à Saint-Quentin en Yvelines, la France a donc dévoilé sa sélection de coureurs et sans grande surprise, François Pervis va défendre ses 3 titres mondiaux de sprint sur piste. Il ne sera pas le seul pour représenter les couleurs nationales. Michael Elmidoro passe les troupes en revue. La liste des sélectionnés français pour les championnats du monde sur piste est tombée. Pas de surprise, les têtes d'affiche seront bien présentes au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Du 18 au 22 février, les spectateurs pourront voir en action Grégory Boger, Sandy Claire ou encore François Pervis sur la vitesse. Thomas Bouda et Brian Cocard sont eux alignés dans les épreuves d'endurance, une sélection compétitive. Je ne pense pas que les choix ont été difficiles puisque les critères étaient précis. Donc les athlètes savaient très bien où ils allaient. Ils savaient qu'ils allaient avoir une chance et comme on leur a rappelé lors du bilan, c'est qu'en équipe de France on donne une chance. Par contre il ne faut pas la louper puisque le jour de la course il va falloir être présent au jour J. Et donc il faut saisir sa chance tout simplement. Nouvelle coqueluche du cyclisme sur piste tricolore, François Pervis fait logiquement partie de la sélection française. Triple champion du monde à Cali en Colombie en 2014, Ligny Montin n'arrivera pas dans les meilleures conditions cette année. Le pistard a été perturbé par des blessures pendant sa préparation. Des doutes, il y en a forcément un petit peu parce que je suis quand même je me sens moins fort que l'année dernière à la même époque. Donc là, aujourd'hui, je peux pas vous dire je vais gagner les 3 titres de champion du monde que j'ai déjà gagné l'année dernière. Je vais faire avec. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça, c'est le sport. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même et je vais rien lâcher. Objectif annoncé par la Fédération française de cyclisme, récolter au minimum 5 médailles sur ces championnats du monde. Pour atteindre ce but, les sportifs comptent sur le soutien du public français. Ça n'a rien à voir avec un championnat du monde à l'étranger, hein. Bien sûr c'est chez nous, donc c'est un peu plus excitant, mais voilà, moi je pense que j'ai une revanche à prendre par rapport à 2006. Et puis on sait très bien que voilà, tous les Français qui étaient derrière nous à Londres ont envie de nous voir briller dans quelques semaines. Donc voilà, après c'est à nous de ne pas se laisser emballer et d'être trop excités par rapport à l'événement. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines affiche presque complet pour les 5 jours de compétition. Le nouvel écrin du sport français attend désormais le 18 février pour vibrer au rythme des exploits des champions tricolores. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé toute une série de mesures afin de réduire le nombre de tués sur les routes. Des mesures décidées alors que pour l'année 2014, les chiffres ne sont pas bons. 3 388 morts, une progression de 3,7% en un an. Je reçois en plateau Patrick Lecourt. Bonsoir, vous êtes membre de l'association SOS Victimes de la route 78 et Jean-Yves Petit, bonsoir. Bonsoir. Directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. Je voudrais forcément vous faire réagir sur les 26 mesures qui ont été annoncé. Cela va de la baisse du taux d'alcoolémie de 0,5 à 0,2 grammes par litre de sang pour les conducteurs novices, à l'interdiction des oreillettes, casques ou autres écouteurs au volant. Est-ce que tout cela va dans le bon sens? On va commencer peut-être avec vous. Est-ce que ce sont des mesures que vous saluez, que vous attendiez? Oui, nous saluons la plupart des mesures. Qui ne sont pas toutes des nouveautés, hein. Beaucoup de mesures étaient déjà prévues, nous en avons déjà parlé,
Elles étaient déjà prévues et elles vont être mises en œuvre puisque le ministre l'a décidé. Oui, mais c'est un panel complet qui vise toutes les causes et toutes les circonstances de la sécurité routière. Donc, ce sont de bonnes mesures complètes. Nous soutenons la plupart. Est-ce que vous partagez cet avis? Parce qu'à un moment, certaines voix se sont fait entendre pour dire que les mesures partaient un peu dans tous les sens, qu'il y avait beaucoup de choses, qu'il fallait se reconcentrer sur peut-être l'essentiel, la vitesse par exemple ou autre. Non, on est tout à fait d'accord avec Monsieur Petit sur les mesures qui sont prises. Je trouve que c'est des bonnes mesures. Nous, de toute façon, au niveau de notre association, tout ce qui va dans le sens de réduire le nombre de tués et de blessés graves ou de blessés même légers sur les routes va dans le bon sens. Si on rentre un peu plus dans le détail sur la question des écouteurs, par exemple, pour ne pas déranger l'attention des conducteurs, là on n'interdit pas le système intégré aux voitures, par exemple, pour les téléphones. Il ne fallait pas aller plus loin encore? Vous vous adressez à moi. C'est la question que je vous pose à tous les deux. Oui, si vous voulez, dans l'absolu, il faudrait interdire complètement le téléphone, quel que soit le mode de téléphone. Mais on n'y arrivera pas comme ça. Parce là, c'est une étape. C'est une étape, exactement. Et une étape qui est déjà bonne, puisque ça revient en gros à supprimer le kit piéton, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et ça va évidemment dans le bon sens. Nous, ce que nous souhaitons, la prévention routière, dans l'absolu, bien évidemment, ça serait d'interdire tous les téléphones. Mais au moins que les téléphones soient le plus automatisés possible. Avec des commandes vocales, par exemple, pour qu'il y ait le moins de manipulations à faire pour éviter de distraire l'attention du conducteur. Ça va suffisamment loin? Il fallait aller encore plus loin? Non, je rejoins l'avis de M. Petit. C'est vrai que, maintenant, c'est vrai qu'avec les technologies embarquées dans les véhicules, avec le Bluetooth, ça, on n'a plus besoin des oreillettes, de tous ces kits. C'est vrai que l'attention permet quand même de parler avec quelqu'un tout en conservant la vue sur la route. C'est vrai que si on était avec l'oreille, le téléphone, c'est vrai que tripoter, en train de répondre les SMS, tout ça, c'est sûr que là, l'attention, il suffit d'une seconde pour que la catastrophe arrive. Je vous laisse la parole pour peut-être réagir aussi à cette autre mesure en tant que membre de l'association Victimes de la route dans les Yvelines. Cette réaction à l'interdiction d'interdire le stationnement à moins de 5 mètres d'un passage piéton. Oui, ça c'est tout à fait une très bonne mesure parce que quand c'est une voiture, c'est pas très haut, on peut voir, mais je prends l'exemple des camionnettes de livraison ou des gens qui travaillent des camionnettes, qui les mettent près des passages piétons, les gens traversent, ils n'ont aucune visibilité, le conducteur qui lui arrive aussi n'a aucune visibilité, ce qui fait que par la force des choses, le piéton s'engage et personne ne voit l'autre. Ce qui fait que les deux, dans les deux cas, c'est une très bonne mesure. Je trouve que c'est très très bien. Toute une batterie de mesures qui a été annoncée. Malgré tout, est-ce qu'on a appris à cohabiter? Parce que le ministre a rappelé que les piétons et les cyclistes étaient les plus touchés. Est-ce que l'essentiel, ce ne serait pas aussi, dans le cadre de la pédagogie, d'apprendre à cohabiter sur la route et que les automobilistes se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls? Tout l'ensemble de ces mesures, ça vise bien évidemment aussi les piétons et les cyclistes. Celle dont vous venez de parler à l'instant pour les passages piétons, c'est bien évidemment les piétons. Et dans le volet prévention des 4 familles de mesures que le ministre a annoncées, ça s'adresse non seulement aux automobilistes, mais bien évidemment aussi aux piétons et aux cyclistes. Il y en a pour tout le monde. Et aujourd'hui, on arrive à cohabiter sur la route? Est-ce qu'il y a une amélioration? Piétons, cyclistes, automobilistes? Alors, si vous me permettez, je vais vous dire sur les mauvais chiffres de l'année dernière, de 2014. Pourquoi y a-t-il eu de mauvais chiffres? À mon avis, c'est pas parce que nos concitoyens sont devenus mauvais conducteurs subitement depuis 2013. Mais je pense que la météo y est pour beaucoup. Nous avons eu, tout le monde le sait, 2014 a été l'année la plus chaude depuis que la météo nationale existe. Il n'y a pas eu beaucoup de journées de gel, il y a eu peu de neige, au moins dans les Yvelines en tout cas, mais dans l'ensemble de la France. Et donc, il y a eu plus de monde sur la voie publique, et en particulier plus de piétons et plus de cyclistes. Forcément, quand il ne tombe pas des cordes, quand il ne neige pas, quand il n'y a pas de verglas, on sort son vélo. Et fatalement, il y a plus d'accidents. Et ça se trouve... les statistiques ne mentent pas. Dès qu'il y a un beau temps ou pas mauvais temps, il y a plus d'accidents. Donc, et d'ailleurs, le ministre l'explique lui-même, puisque l'augmentation du nombre de tués, ce sont surtout des piétons, des cyclistes et des cyclomotoristes. Pour revenir sur cette question de la cohabitation, des modules de sensibilisation dans les écoles? Ce serait une bonne chose. Oui. On voit beaucoup de jeunes, je parlais tout à l'heure avec M. Petit en coulisses. C'est vrai qu'effectivement, la cohabitation est difficile parce que tout le monde veut la chaussée. C'est vrai, il y a aussi des piétons et aussi des cyclistes qui font malheureusement des erreurs de conduite. Moi, j'en vois tous les matins qui traversent un carrefour sans visibilité.
dans le noir, habillés avec des vêtements foncés, sans lumière. C'est aussi... Ils mettent aussi un peu leur vie en danger, quelque part. C'est l'automobiliste ne le voit pas. Et aussi, il faudrait que tout le monde apprenne que la sécurité, c'est pour tout le monde. Que les automobilistes doivent être prudents, les piétons aussi, et les cyclistes aussi, et les cyclomotoristes aussi. Qu'attendez-vous de ces nouvelles mesures? Quels résultats peut-on en attendre? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. C'est notre question du jour. Je pense que par rapport à l'alcool, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui font pas attention. Il y a beaucoup d'accidents par rapport à l'alcool, surtout chez les jeunes. Donc je pense que c'est une bonne mesure prise. Du portable, ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que on n'a pas la même vigilance que quand on est sans. Voilà, autant pour le portable que l'oreillette. Il ne faut pas que ça empêche non plus les automobilistes de rouler sereinement, mais quelque part c'est pour la santé de tous, donc je trouve ça plutôt bien. Je pense que c'est une bonne chose. Je constate en particulier qu'il y a peu de gens qui respectent les limitations de vitesse. Plutôt contre. Après, si c'est vraiment dissuasif, je dis pourquoi pas, mais bon. Pour moi, c'est plutôt pour se faire de l'argent, je pense. Plutôt quoi? Plutôt pour se faire de l'argent, apparemment. C'est ce que disait ce dernier Saint-Quentinois. Mais globalement, en tout cas, les mesures sont appréciées, sont comprises, puisqu'il faut réduire le nombre de tués sur la route, cela va de soi. Malgré tout, il y a eu cette augmentation, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire qu'il y a eu un problème de prévention? Alors, j'ai parlé de la météo. Il ne faut évidemment pas attendre qu'il fasse mauvais et puis en attendant que ça vienne. Il faut faire quelque chose. Dans le domaine de la prévention, notre association fait déjà tout ce qu'elle peut en tout cas, en particulier dans les écoles, les collèges et les lycées, comme vous le disiez monsieur, pour sensibiliser les jeunes, enfin les éduquer les jeunes, en particulier pour le piéton, vélo et cyclomoteur. Oui, il y a un problème de prévention. La répression ne suffit pas, il faut de la prévention, mais la prévention toute seule, malheureusement, ne suffira pas, donc il faut aussi une répression accrue, il n'y a pas de doute. Votre vision sur ça, sur la question de la répression, de la prévention, par rapport à votre association, victime de la route Disons qu'on voit de plus en plus de gens qui sont victimes d'accidents de la route, qui sont renversés et tout ça, et c'est vrai qu'effectivement, toutes ces mesures vont dans le sens où il faut apprendre vraiment à cohabiter, et la route est un espace où tout le monde y vit, parce que pour les divers déplacements. Mais il faut plus de prévention, plus de répression, il faut les deux? Il faut les deux. Ouais. Il faut les deux. Il faut de l'éducation déjà au plus jeune âge, de telle manière que tous ces acquis puissent servir pour plus tard. Il faut de la répression, parce que s'il n'y a pas de répression derrière, ça ne sert strictement à rien. Juste pour avancer un petit peu par rapport aux différentes mesures, on ne va pas dresser la liste des 26, mais malgré tout, il y en a une dont on n'a pas encore parlé, c'est la suppression des obstacles dangereux. Les préfets qui vont être en charge de repérer les routes dangereuses dans les départements pour retirer les obstacles, les arbres, les poteaux, les glissières de sécurité, par exemple. C'est un travail qui va se faire avec les associations, par exemple. Est-ce que vous allez être sollicité pour tout ça? Alors, à vrai dire, cette mesure, elle existe déjà. Enfin, je veux dire, c'est bien au préfet de prendre les mesures pour assurer la bonne sécurité de la voirie. Là, apparemment, il y aura une vigilance accrue, en tout cas. Donc, on veut en faire plus. Écoutez, si on nous demande notre avis, nous le donnerons. Vous avez des idées déjà, par exemple, sur le département des Yvelines, d'endroits accidentogènes, de par des obstacles dangereux? Non, notre association ne se concentre pas sur ce genre de problème. Nous pourrions peut-être le faire, mais ce n'est pas l'orientation que nous avons prise, au moins dans les Yvelines. Nous intervenons beaucoup plus en milieu scolaire et puis dans les entreprises, mais relativement peu directement sur la voirie. C'est bien le rôle des maires et du préfet en particulier, et du conseil général, enfin de tous les fonctionnaires qui sont chargés de cette mission-là. Si on nous demande notre avis, nous le donnerons, mais ce n'est pas notre tâche prioritaire. Vous êtes sollicité de par votre association, votre fonction au sein de l'association, pour la prévention, pour donner votre avis sur les routes, sur la circulation? Oui, sur l'association, nous sommes sur Versailles. Nous avons été présentés sur les différents quartiers pour être élus comme conseiller de quartier. Et sur 8 quartiers de Versailles, nous sommes présents sur 7. Donc nous intervenons aussi auprès des gens de la mairie pour leur dire les endroits où ça pourrait être amélioré, où on pourrait éventuellement changer quelque chose. Ce qu'on s'est aperçu, s'il y a un sens qui ne va pas, ou les vélos qui vont dans un sens, les voitures dans l'autre, plein de petites choses qui au jour le jour, facilitent la vie de tout le monde, en respectant la sécurité, bien entendu. C'est vrai que les zones 30 en ville, beaucoup de gens disent « Ah, c'est 30 à l'heure ». Oui, mais ça permet à tout le monde
de passer. C'est souvent dans les endroits où il y a des écoles. Les écoles, c'est les enfants. Un enfant, ça échappe très vite à ses parents et ça va très vite sur la route. Donc c'est vrai que plus les mesures de prévention et à apprendre, ça va exactement dans le bon sens. Et on l'espère. Nous, au niveau de notre association, on intervient après l'accident. C'est-à-dire qu'on vient en aide aux victimes, auprès des assurances, auprès des tribunaux, auprès des médecins, auprès de tout ça. Donc on a un recul dessus, on sait ce qui s'est passé. Donc là, on peut éventuellement dire, voilà, à cet endroit-là, s'il y a eu ça, si on pouvait améliorer... Ça vous permet d'obtenir des aménagements pour qu'effectivement les accidents ne se reproduisent pas. Bien évidemment. Qu'il n'y en ait pas un autre. Merci à tous les deux d'être venus commenter ces mesures annoncées par le ministre en début de semaine. Ces 26 mesures pour lutter contre la mortalité sur les routes avec les chiffres qui n'ont pas été particulièrement bons pour l'année 2014. Merci encore. Nous poursuivons le journal avec un mot de politique. Le député des Yvelines, Benoît Hamon, qui a adressé pour la première fois depuis son arrivée dans l'hémicycle ses vœux aux personnalités. C'était hier à Trappes, commune où il siège également dans la majorité. Il est revenu sur le retrait du projet Skidome à Elancourt qu'il a salué. Il a aussi regretté que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ne se tourne pas vers une fusion avec le plateau de Saclay. Sur le plan national, il a aussi réagi aux propos du Premier ministre Manuel Valls qui a qualifié la situation en France au lendemain des attentats d'apartheid. La situation française appelle des politiques publiques vigoureuses, a prévenu l'ancien ministre de l'Éducation. Éducation, justement, à présent, et le salon de l'étudiant qui vient de se tenir à Versailles alors que le service d'admission post-bac se met en place en ce moment. Sur Internet, ils étaient donc nombreux à venir chercher des informations pour ne surtout pas se tromper d'orientation. C'était le week-end dernier, Mélanie Poquet et David Charpentier. De choisir des choses en fonction de ses goûts quand même, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie d'étudier. De ne pas viser forcément un secteur parce qu'il est mirifique, parce qu'il le sera peut-être plus 5 ans après, ce secteur qui paraît si mirifique que ça. Choisir en fonction de ses goûts, une phrase qui prend tout son sens au moment de décider son orientation, parce que la sélection sur admission post-bac n'est pas anodine. APB donc, va étudier tous les vœux formulés par les jeunes, donc dans un même temps, et donc donnera une réponse, et une seule à tous les vœux formulés, selon le rang, le positionnement du vœu sur une liste bien déterminée que le jeune aura formulée. Donc APB cherche à donner la meilleure réponse possible, tout du moins le vœu le mieux placé dans la liste pour satisfaire les demandes du jeune. Il faut donc ne pas hésiter à mettre en premier vœu la formation qu'on souhaite vraiment étudier, mais à 6 mois du bac, pas toujours facile de décider. Je suis en terminale et je ne sais pas encore trop quoi faire pour l'année prochaine, donc je viens ici pour trouver des idées. Raphaël hésite encore. La communication ou la psychologie l'intéresse, même s'il le reconnaît lui-même, cela n'a rien à voir. Mais ce qui l'inquiète, c'est APB. C'est ce qui va faire pencher la balance après pour notre avenir, mais faut se dépêcher en fait, parce que l'APB c'est assez précis et le délai pour le remplir il est assez court. Du coup, faut avoir des idées très rapidement. Les futurs bacheliers ont jusqu'au 20 mars pour faire leurs vœux. Ils peuvent en changer l'ordre jusqu'au 31 mai. De quoi tout de même relativiser un peu. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le Conseil général annonce avoir équipé avec l'Académie de Versailles 9 espaces numériques de travail dans les collèges du département, notamment celui de Maurepas, le collège Alexandre Dumas, une expérimentation de 10 mois qui va permettre de tester les échanges entre parents, enseignants, élèves. Cela permettra à chacun de consulter emploi du temps ou encore les cours et les ressources pédagogiques. Économie, société et la création d'un service d'échange local à Versailles. Rendre des services pour amasser des points qui permettront ensuite d'obtenir pour soi-même des services, de l'aide pour d'autres tâches. Les explications sur ce système, le CEL, avec William L. et Elodie Moine. Sur le côté Est, il y avait des moments extrêmement froids, mais presque, je dirais, jamais vu, mais c'est plutôt en moyenne. C'est un cours particulier un peu spécial que Nathalie reçoit aujourd'hui. Avec Léa, elles sont toutes deux adhérentes du service d'échange local de Versailles, un système d'échange de services entre les membres. On a adhéré, mon mari et moi, au CEL il y a à peu près un mois. L'idée, c'était d'échanger des services avec des gens qu'on ne connaît pas, avec un aspect non économique en particulier. L'idée cet après-midi, c'était d'avoir des informations un peu pointues, parce que moi j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu pointu, sur le changement climatique. Et il se trouve que dans le CEL, on a une pro. Ici, les services ne se monnaient pas en euros, mais en soleil. Une monnaie virtuelle utilisée par les adhérents du CEL de Versailles.
Une minute équivaut à un soleil. Donc pour une heure de cours, Nathalie va payer 60 soleils à Léa. Le créateur du sel de Versailles, c'est Renaud Anzieux. Lancée il y a quelques mois, la plateforme compte aujourd'hui une quarantaine d'adhérents. Une fois qu'ils sont inscrits sur le système, sur le site, ils déclarent donc toutes leurs offres et leurs demandes. Et après, tous les autres adhérents peuvent voir leurs offres et leurs demandes et donc les contacter, soit pour dire, voilà, t'as telle offre, ça m'intéresse, tu sais un peu bricoler, voilà, ça m'intéresse, tu peux venir chez moi pour faire ceci. Se mettre d'accord après entre eux de façon individuelle, indépendamment du système, comme le feraient deux personnes qui se rencontrent dans la rue. Ça veut dire qu'il y en a un qui va chez l'autre, ils font le service qui était prévu, et puis après ils reviennent sur le système pour déclarer, comptabiliser en quelque sorte leur échange. Un système de soleil qui fonctionne comme un vrai compte en banque, car il est même possible d'être à découvert. Moi, par exemple, je suis à moins 400 soleils depuis que j'ai commencé. C'est moi qui ai fait le plus d'échanges. J'ai beaucoup donné, mais j'ai aussi beaucoup reçu, j'ai beaucoup sollicité. Et donc, logiquement, je suis en négatif. Cette fois, c'est Renaud qui va gagner quelques soleils. Il va rencontrer Léa pour lui donner des leçons de cuisine. Voilà, ça c'est des petits lardons et des pruneaux. En fait, je mets les légumes que j'ai sous la main. Donc ça peut être du chou, ça peut être... Un cours de 30 minutes pour lequel Léa devra débourser 30 soleils. Je pense que la ligne clé pour moi, c'est le lien est plus important que le bien. Qu'est-ce que je recherche avec mes deux enfants? C'est le babysitting. Donc j'essaie d'accumuler suffisamment de soleil, de prendre un babysitter, et je trouve avec le sel, j'ai plus de confiance. Parce que c'est un réseau de gens qui connaissent et c'est pas une liste. Je connais aucun nom là-dessus. Je sais que quelqu'un sur le sel connaît la personne qui fait du babysitting. Donc c'est vraiment ce lien de confiance. Du déménagement au dépannage de plomberie, ici, la variété d'offres ne manque pas. Le service d'échange local, un système convivial basé sur la confiance et où chacun trouve son compte. Culture, en ce mercredi jusqu'au 1er mars, vous pourrez découvrir le travail du japonais Yukishi Inoue. À Guyancourt, une centaine de visages qu'il a sculptés dans la pierre sont exposés. Rencontre avec l'artiste. Des dizaines de visages s'observent silencieusement avec une émotion figée dans la pierre. Une pierre du Japon chère à Yukishi Inoue. Cette roche volcanique blanche de l'île d'Okinawa, témoin du temps qui passe, comme cette célèbre bataille de 1945. Pour cette bataille, mon père a été mobilisé et puis il a été tué en tant qu'un petit soldat, un soldat de 2e classe. Naturellement, je ne connaissais pas mon père parce que j'étais très jeune, trop petit, Et donc cette histoire, pour moi, Okinawa, a toujours attaché à cause de cette histoire, disons, intime, si vous voulez. Pour l'exposition 1001 têtes, Yukishi Inoue sculpte des centaines de visages dans son matériau de prédilection, comme des instantanés pris sur le vif. La tête, quand même, c'est un symbole de l'histoire de l'homme. Et puis l'homme a sculpté depuis milliers d'années pour faire des têtes, soit sur la pierre, soit avec le bois. Donc la tête, c'est un symbole de l'histoire passée et puis de l'histoire à venir aussi. Une histoire modelée par le temps et les hommes à l'image du travail de Yukishi Inoue. Une taille directe dans la pierre, frapper, dégrossir et poncer pour révéler une forme dans la roche. L'histoire inscrite dans la matière. Cet acte de comment on appelle ça, casser, briser des blocs, pour moi, c'est une sorte de comme histoire qu'on a répété toujours, la paix et la guerre, autrement dit, destruction et puis reconstruction. C'est ce paradoxe que je présente, cette manière de travailler avec les pierres. Après, je travaille, j'ai recollé, recomposé. Au ce moment-là, je me sens vraiment, je répare, en fait. D'après la légende japonaise du temple des 1001 Bouddhas, on pouvait retrouver dans le visage des statues les traits des êtres chers éloignés ou décédés. Yukishi Inoue s'inspire de cette histoire pour ses sculptures, gardiennes de l'éternité de l'homme et des empreintes successives du temps qui passe.
Dans un instant sur TV Fil Kiosque, le magazine culturel de la rédaction présenté par Catherine Sulato. Rendez-vous demain à 18h pour un nouveau journal, toujours en direct. Très bonne soirée.